Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un audit régulier des règles de pare-feu? Ça veut dire que finalement, quand on met en place des règles, on va mettre en place un pare-feu, on va avoir des règles qui vont être utilisées, etc. Parfois, on fait des erreurs. Donc, ça, c'est une chose. Parfois, il y a eu des modifications qu'il faudrait prendre en considération. Et donc, le fait d'auditer régulièrement les règles de pare-feu, ça va nous permettre de voir s'il y a un problème et de régler ce problème. On doit aussi surveiller l'accès des utilisateurs au pare-feu et restreindre la modification de la configuration pare-feu. Normalement, ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'accéder à la configuration d'un pare-feu. Donc, même si on parle du pare-feu de la machine de l'utilisateur, ça veut dire que en fait, seules les personnes autorisées, des personnes spécifiques, administrateurs du réseau ou administrateurs sécurité, qui ont le droit de mettre en place, de faire des modifications. Les autres ne devraient pas pouvoir le faire et donc vérifier que ce ne soit pas possible qu'ils modifient. Notifier l'administrateur de politique de sécurité s'il y a un changement sur le pare-feu et les documenter. Donc, quelque changement que ce soit, on doit le documenter et on doit notifier les personnes qui sont chargées de la politique de sécurité de l'entreprise. Et vice-versa, s'il y a un changement dans la politique de sécurité de l'entreprise qui affecte l'opérationnel au niveau pare-feu, ben, il doit y avoir aussi une notification dans ce sens pour qu'il y ait les modifications nécessaires et les documenter. Contrôler l'accès physique au pare-feu, ben, si vous avez le pare-feu qui est accessible depuis physiquement, si quelqu'un peut accéder au pare-feu physiquement, il va pouvoir le débrancher facilement. Ou alors passer outre son existence, enfin passer outre son filtrage, et ainsi de suite. Donc, il faudrait que, en fait, c'est pas que le pare-feu, mais en parlant du pare-feu, il faudrait que le pare-feu ne soit pas accessible à tout le monde de manière physique aussi, et pas juste à travers le réseau. Et puis, faire des sauvegardes régulières des règles de pare-feu et des fichiers de configuration. Ça va permettre, en cas de problème, en cas de... quel que soit le problème qui va arriver, de pouvoir revenir vers une configuration du pare-feu précédente et aussi de pouvoir avoir les règles qu'il y avait déjà et ne pas reprendre à zéro. Donc, c'est bien de toujours faire une sauvegarde avant modification et après modification. Donc, avant modification, comme ça, s'il y a une modification et que la modification pose problème, on va pouvoir revenir à la version précédente. Et après modification, parce que si, imaginons qu'il y ait eu finalement une compromission quelconque, eh ben, on va pouvoir revenir vers ces règles on va pouvoir revenir vers ces différents fichiers de configuration, etc. OK. On a fini avec ça et on va passer aux antivirus. Donc, les antivirus, on en a tous sur nos machines. Néanmoins, on va les voir un peu plus légèrement plus en détail. Et on va voir au courant du reste des cours, je crois qu'il y en a encore. Wait a second.
Il nous reste un cours avant les vacances et 2 cours après les vacances. Nous allons voir aussi les EDR, les XDR et les SIEM. Donc, on commence par les antivirus. Eh bien, c'est quoi? C'est un programme qu'on installe sur des ordinateurs ou des dispositifs mobiles pour éviter qu'ils soient infectés par des malwares. Vous savez ce que c'est qu'un malware, puisque vous les avez vus l'an dernier. En d'autres termes, c'est pour lutter contre ce que fait votre prof de sécurité applicative. Il a été d'abord créé pour détecter et supprimer les virus informatiques, si on repart dans le passé, mais parce qu'au départ, il faut prendre en considération que l'un des premiers malwares qui a existé, c'était un virus. Ensuite, il y a eu le VR. Donc, au départ, les antivirus, d'où leur nom, ont été créés pour détecter et supprimer les virus. Et puis, avec l'avènement des différents types de malware, les antivirus ont offert encore plus de couverture. Donc, et maintenant, ils sont là pour détecter et supprimer tous les autres types de malware et pas seulement les virus ou les vers, etc. Même si le nom d'antivirus est resté, on les appelle aussi parfois anti-malware. C'est la même chose. Donc, les antivirus vont se baser sur, grosso modo, 2 grandes techniques de détection. Les détections basées signature et les détections basées heuristique. Donc, les détections basées signature... Attendez, juste un instant. Oups. Wait a second. J'ai oublié un truc. Ok. Voilà. Donc, dans les détections basées signature, en fait, c'est des méthodes traditionnelles d'identification où on va utiliser une empreinte d'un malware afin de l'identifier. Le problème qui se pose, c'est que, bien sûr, les créateurs de malware, comme on dit, les créateurs de malware vont modifier leur malware pour utiliser, ils ont créé des malwares oligomorphes ou bien polymorphes ou bien métamorphes qui vont chiffrer des parties d'eux-mêmes ou se modifier pour se déguiser et ne pas matcher avec les signatures existantes. Question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un code oligomorphe, polymorphe et métamorphe? Avant que je continue. Oui, non. Sinon, je peux donner les définitions rapidement. Oui, c'est des codes qui changent. Il y en a pour le polymorphe, oui. Donc, OK, il y en a certains qui ne savent pas, donc je vais le dire. Alors, un code oligomorphe est généralement un virus ou un malware qui va générer un décrypteur ou déchiffreur pour lui-même. Et un peu de la même manière que le code polymorphe. Il va sélectionner des parties de lui-même, sélectionner chaque partie du décrypteur pour des définitions alternatives. Et chaque partie, une partie va être utilisée pour créer le décrypteur. Et généralement, c'est les parties qui vont être en commun pour détecter la signature. C'est généralement ces parties-là qu'on va essayer de retrouver.
les codes polymorphes, quant à eux, vont faire une mutation d'eux-mêmes en gardant le même algorithme d'origine. Donc, il va se changer à chaque fois où il va s'exécuter, mais la fonction du code, donc la sémantique du code, ne va pas changer. Par exemple, en faisant des opérations de mathématiques qui sont simples. 3 plus 1, c'est égal à 4, ou alors 6 moins 2 va être aussi égal à 4. Ça va avoir le même résultat. Et néanmoins, ça va être un code différent sur la machine qui va être exécuté dans le CPU. Donc, quant au code métamorphe, c'est un code où il va y avoir un équivalent logique, donc c'est une version équivalente logiquement d'un autre code avec une interprétation. Par exemple, il va prendre son propre code source. Donc, si on prend un virus métamorphe, il va se traduire son propre code binaire vers une représentation temporaire différente. Et ça, finalement, ces 3 formes de malware posent des problèmes à la détection basée signature, puisque les signatures vont être différentes. Entre autres, aussi, il y a autre chose qui a été découvert, c'est qu'en 2014, après une étude de Last Line Labs, ils ont découvert que seulement 51% des antivirus étaient capables de détecter de nouveaux malwares. Donc, c'est aussi un gros problème. On a finalement une autre technique qui est la technique de détection basée heuristique. Donc, là, il va y avoir une analyse heuristique des programmes suspicieux pour faire de la détection. Généralement, alors, on va avoir 2 grandes techniques les plus utilisées, l'analyse statique et l'analyse dynamique. Dans l'analyse statique, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une décompilation du programme et un examen du code source, et il va être comparé avec des virus qui se trouvent avec des malwares qui se trouvent dans la base de données heuristique. Si un certain pourcentage du code source match quelque chose dans la base de données heuristique, alors le code est considéré comme une menace possible. Et donc, il va y avoir considération, donc détection, etc., etc. Dans l'analyse dynamique, là, il va carrément y avoir l'exécution du code suspicieux, du programme suspicieux ou d'une partie du code dans une machine virtuelle spécialisée. Bon, là, on va parler d'un sandbox, où on va parler aussi de techniques de sandboxing. Et finalement, cette machine virtuelle spécialisée va empêcher ça va empêcher l'exécution sur le système hôte réel. Le problème je continue. Donc, il offre à l'antivirus la possibilité de tester le code et simuler ce qui se passera si le fichier suspicieux est autorisé à s'exécuter. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler du sandbox Coucou, je ne sais plus comment on l'écrit, comment on le prononce. Néanmoins, c'est un sandbox c'est un type de sandbox qui va permettre de faire de l'analyse dynamique de programmes suspicieux. Il examine chaque commande et recherche tout comportement malicieux comme l'autoréplication, l'écrasement de fichiers et d'autres actions qui sont communes aux différents malwares. Le problème qui se pose dans les méthodes de sandboxing, c'est que aussi, ces méthodes-là, maintenant, certains malwares vont, avant d'exécuter la partie malicieuse de leur code, ils vont d'abord
voir s'il est sent dans un sandbox ou pas. Et donc, s'il sent dans un sandbox, ils ne vont pas exécuter la partie malicieuse. Donc, c'est un problème d'utiliser l'analyse dynamique seulement. Généralement, il est plus intéressant d'utiliser l'analyse statique plus l'analyse dynamique pour détecter tout ça. Enfin, pour avoir une plus grande chance de détection. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Do you have any question? Non, mais juste pour les PDF, est-ce que vous allez nous envoyer les PDF? Yes. Je vais vous les envoyer avant les vacances d'hiver. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Non? Ok. Sur ce, bonne journée et bon courage pour la suite de vos cours. Au revoir.